Salut à toutes et à tous. Oubliez un peu les porte-avions, les colonnes de chars d'assaut et tous ces défilés militaires interminables. Ouais, c'est clair que l'image traditionnelle de la guerre a un peu vieilli. Totalement. Si on veut vraiment observer à quoi ressemble le pouvoir absolu aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut plus regarder sur la terre ferme. Non, il faut lever les yeux. Exactement, lever les yeux, littéralement, à environ 670 km au-dessus de nos têtes. C'est un changement de paradigme qui est juste fascinant. Les sources qu'on explore aujourd'hui pour notre analyse approfondie mettent en lumière une mutation radicale. Ouais. En fait, la souveraineté d'une nation, ça se mesure plus seulement à sa puissance de feu physique, tu vois, mais à sa capacité de capturer ou de maîtriser l'information spatiale. Et pour bien comprendre ce basculement géopolitique, on plonge aujourd'hui dans des documents super intéressants sur un triangle diplomatique très complexe. Ah oui, très complexe. L'Algérie, la Chine et bien sûr la France. Voilà, et on voit actuellement un ballet diplomatique assez intense. Des visites d'État de très haut niveau se préparent cette année. Ouais, notamment le président algérien Tebboune qui doit aller en Chine et le président chinois qui est attendu en Algérie. C'est ça. Mais avant d'aller plus loin et de vraiment rentrer dans le vif du sujet, il faut absolument qu'on précise l'angle de notre exploration aujourd'hui. Tout à fait, c'est crucial de le dire dès le départ. Le texte source qu'on analyse aborde des dynamiques post-coloniales, des réalignements stratégiques et des tensions diplomatiques vraiment profondes entre l'Algérie et la France. Ouais, et c'est un terrain hyper sensible. Absolument. Donc il faut préciser explicitement à notre auditoire qu'on ne prend aucun parti ici. On ne valide ni ne condamne aucune politique. Exactement. Notre seul et unique but aujourd'hui, c'est de décortiquer fidèlement les arguments et la vision qui sont présentés dans ce document source. Voilà, on observe la mécanique de cette nouvelle stratégie de l'intérieur, de façon totalement neutre et objective. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Le point de départ, c'est vraiment cette effervescence diplomatique, avec ses visites prévues. Mais pour en comprendre l'enjeu, il ne faut pas regarder les ambassades. Non, pas du tout. Il faut regarder vers ce fameux premier rouage, celui qui donne tout son sens à ces rencontres. Un rouage qui porte un nom très précis. Tu penses à Alsat 3, j'imagine? Voilà, Alsat 3. Le satellite Alsat 3, c'est vraiment la clé de voûte de cette nouvelle doctrine dont parle le document. Oui. Et on ne parle pas juste d'un bout de métal en orbite ou d'un truc pour faire joli dans les relations publiques, hein. Non, c'est du sérieux. Très sérieux. C'est un système d'imagerie optique à très haute résolution. Et comme tu le disais tout à l'heure, il est positionné à 670 km d'altitude. Et le but de ce satellite, concrètement, c'est quoi? L'objectif premier, tel que décrit dans nos sources, c'est de fournir à l'armée nationale populaire algérienne un flux continu de données sur son propre territoire. Et il faut rappeler que le territoire algérien, c'est gigantesque. C'est le plus grand pays d'Afrique, oui. Voilà. Donc, surveiller des milliers de kilomètres de frontières terrestres, surtout en plein désert, ça doit être un cauchemar logistique absolu si tu fais ça juste avec des jeeps et des patrouilles au sol. Ah bah c'est impossible. C'est exactement le problème que cette technologie vient résoudre. D'accord. Mais la nuance majeure, expliquée dans les reports, c'est pas juste la surveillance. C'est le passage d'une posture de réaction à une posture d'anticipation. Attends, comment ça, de l'anticipation? Bah, avec une imagerie optique de cette précision qui est mise à jour presque en temps réel, on n'est plus en train de constater une intrusion une fois qu'elle a eu lieu. Ah, on voit les choses se préparer. Exactement. On observe la logistique ennemie ou terroriste se mettre en place bien en amont. C'est la proactivité à l'état pur. L'armée peut anticiper les menaces avant même qu'elles ne touchent la frontière. J'aime beaucoup l'analogie qui ressort implicitement de ces textes quand on y pense. Laquelle? Pendant des décennies, dépendre des grandes puissances pour avoir du renseignement, c'était un peu comme conduire une voiture à 130 sur l'autoroute, mais avec les yeux complètement bandés. C'est une super image. Et pour savoir quand tourner ou freiner, le conducteur devait écouter les instructions d'un passager. Ouais, et le passager en question, il a ses propres anténés, hein. Voilà, exact. Le passager, il peut très bien décider de donner l'info avec 5 secondes de retard, tu vois. Ou même te cacher un obstacle juste parce que ça l'arrange sur le plan diplomatique. C'est exactement ça. Donc, lancer ce satellite d'observation, c'est en fait enlever le bandeau. Tout à fait. Le texte appelle d'ailleurs ça l'œil qui ne dort jamais. L'œil qui ne dort jamais, c'est fort comme terme. C'est très fort. Ça signifie qu'un pays n'a plus besoin de supplier un service de renseignement étranger pour savoir ce qui se passe chez lui. Et ça change tout. Complètement. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment ce passage philosophique d'une position réactive à proactive. La véritable puissance au XXIe siècle, c'est la vitesse de prise de décision.
Ouais, parce que t'as beau avoir les meilleurs chars du monde, Si tu dois attendre 48 heures pour recevoir une carte floutée d'un soi-disant allié, bah ta bataille est déjà perdue. c'est clair. La donnée instantanée, c'est le nerf de la guerre. Absolument. Mais tu sais, posséder le satellite de pointe, c'est une chose. Ça ne garantit pas pour autant l'indépendance totale. Ah bon? Pourquoi? Bah, si tu ne sais pas comment le réparer ou comment déchiffrer son système interne, tu restes dépendant. Et c'est là qu'intervient le choix du partenaire stratégique. C'est vrai que la technologie spatiale, c'est pas le monopole de la Chine. Les pays occidentaux font de super satellites aussi. Bien sûr. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi l'Algérie a choisi la Chine pour ce partenariat? L'Algérie veut plus être un simple client. Elle veut les plans de la machine. C'est ça l'idée. C'est exactement le cœur de la stratégie, oui. Nos sources insistent sur ce partenariat gagnant-gagnant avec Pékin. La Chine offre ce que les pays occidentaux refusent catégoriquement de donner. Le fameux transfert de technologie? Exactement. Historiquement, l'Occident veut bien te vendre la machine, mais c'est une boîte noire. Tu n'as pas le droit de l'ouvrir. C'est comme quand tu achètes un smartphone hors de prix, tu peux pas changer la batterie toi-même. Voilà, si l'écran casse, tu renvoies l'usine. Mais à l'échelle d'un État, cette dépendance, c'est la leçon tragique de l'histoire selon notre source. Ouais, parce que si demain il y a une crise diplomatique, le fournisseur coupe les mises à jour et ton satellite à 1 milliard d'euros, c'est juste un gros déchet spatial. C'est exactement ça. Un pays sans les clés de sa propre technologie est extrêmement fragile face aux tempêtes politiques. Donc l'accord avec la Chine, ça inclut la formation des ingénieurs sur place? Oui, la formation des cerveaux algériens, l'accès aux laboratoires. Le but assumé, c'est la localisation des industries militaires et de précision. Et ça, c'est une vision poussée au plus haut niveau de l'État. Tout à fait. Le texte mentionne que c'est une vraie vision pour une économie émergente qui est fortement soutenue par le général d'armée Chenria. D'ailleurs, cette règle de la fabrication locale, nos documents montrent que c'est pas juste pour l'espace. Ça s'applique à tous les grands contrats maintenant. Ah oui, le texte donne un exemple très parlant avec la Russie. Ouais, pour les avions de chasse, les Sukhoi Su-57. C'est le même principe. Alger n'achète plus ses avions furtifs juste pour que des pilotes fassent des ronds dans le ciel. L'accord exige un transfert de savoir pour la maintenance locale. Et ouais, pour pas dépendre de Moscou si jamais il faut changer une pièce critique en plein conflit. Voilà, c'est la fin du statut de simple client. Et c'est là qu'on tousse à l'onde de choc géopolitique. On se doute bien que ce pivot vers l'Est et cette émancipation, ça plaît pas à tout le monde. Ah, ça, inévitablement, ça crée un déséquilibre énorme, surtout chez les partenaires historiques. Ça bouleverse complètement la carte de la Méditerranée. Et la source décrit particulièrement la position de la France par rapport à ça. Oui, le document utilise des termes assez forts. Il décrit la France comme étant dans une position délicate, voire dans un état de confusion. Un état de confusion, carrément? Paris observe son ancienne sphère d'influence s'effriter. Pendant très longtemps, les services français distillaient des informations de renseignement au compte-gouttes. C'était un levier de pouvoir, quoi. Un levier énorme. Et là, d'un coup, l'Algérie dit non merci, on a notre propre satellite, on a nos propres ingénieurs. Ouch, ça doit faire bizarre dans les ministères à Paris. C'est un choc. Le texte dit que pendant que Paris cherche un peu à recoller les morceaux ou à trouver une réconciliation, l'Algérie ne les attend pas. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Est-ce qu'on est face à une rupture totale et définitive avec l'Occident? Non, et c'est là qu'il faut être nuancé. L'Algérie ne ferme pas ses portes à l'Occident. Ouais, est-ce que je vois dans le document qui parle avec plein d'autres pays? Exactement. Elle consolide ses alternatives de manière très pragmatique avec Washington, Berlin, Rome, l'Espagne. Ils diversifient leurs alliés, en fait. Voilà, ils traitent désormais d'égal à égal, ils ouvrent des portes qui étaient fermées depuis des décennies sans aucune précipitation. Si l'on relie cela... Oh, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, si l'on relie cela à la situation globale, pour reprendre une de mes expressions favorites, on décrypte vraiment une tempête silencieuse. Une tempête silencieuse, c'est joliment dit. C'est pas juste une brouille avec la France, c'est vraiment la fin d'une ère de tutelle. C'est l'affirmation d'une souveraineté absolue où le pays se positionne comme un producteur de savoir. Ouais, c'est un changement de statut sur la scène internationale. Complètement. Et ce qui m'a vraiment frappé dans la suite de notre lecture, c'est que cette redéfinition de la puissance, elle s'arrête pas du tout aux frontières de la Méditerranée, Non, elle rayonne beaucoup plus loin, vers le sud. vers le reste du continent africain. Exactement. L'Union africaine regarde ces avancées technologiques avec énormément d'intérêt. L'Algérie est perçue comme un leader naturel dans ce domaine-là, non? Tout à fait. Elle est vue comme un pôle de stabilité. Parce qu'il faut bien comprendre que les applications d'un satellite comme ASAT 3 vont bien au-delà du domaine militaire. Et c'est là que je veux t'amener, parce que moi je pensais qu'un satellite militaire, ça servait juste à espionner avec une précision chirurgicale, tu vois. C'est l'image classique, oui. Mais le document parle de sécurité alimentaire, de gestion des désastres naturels.
Comment un satellite à 670 km d'altitude peut littéralement aider à nourrir un continent? C'est une excellente question. En fait, ces capteurs optiques très sophistiqués, ils ne font pas que des photos. Ils analysent la réflectance des cultures, la chlorophylle, l'humidité des sols. Donc ils peuvent voir si un champ manque d'eau avant même que la plante ne fane? Absolument. On peut anticiper une sécheresse des mois à l'avance. À l'échelle d'un continent entier, c'est révolutionnaire pour la sécurité alimentaire. Waouh! Donc c'est vraiment l'espace qui devient un outil de coopération qu'ils appellent africo-africaine. C'est le terme exact. L'échange de données géospatiales permet de cartographier les ressources, de gérer les crises agricoles, sans avoir à acheter ces données à prix d'or à des entreprises occidentales. Ce qui était le cas avant. Les pays africains devaient payer très cher pour savoir comment allaient leurs propres récoltes. Exactement. Là, on a un modèle de développement qui est hyper inspirant pour tout le continent. Ouais, c'est fascinant. Ça prouve, comme le souligne le texte, que la dignité d'un peuple passe aussi par la conquête de l'espace. Maîtriser l'information, c'est la seule façon de protéger son propre sol et ses propres ressources. Bah écoute, pour résumer un peu ce voyage conceptuel qu'on vient de faire, c'est fou. Oui, on a couvert beaucoup de terrain. On est parti d'une simple discussion sur un satellite en orbite et on a vu comment ça illustre une transformation ultra profonde d'une doctrine nationale entière. Une vraie révolution stratégique. C'est la fin actée d'une époque de dépendance pour l'Afrique du Nord. On passe de l'armement traditionnel à la souveraineté de l'information. Et c'est une tendance lourde qui ne va faire que s'accélérer. Ce qui m'amène à une pensée assez vertigineuse pour clore notre analyse. Vas-y, je t'écoute. Si la véritable indépendance du XXIe siècle se joue, comme le dit notre source, dans les étoiles, que se passera-t-il lorsque l'orbite terrestre deviendra le principal terrain de jeu des nations émergentes? Ah ouais? La souveraineté ne connaissant plus de limites physiques, on peut se demander, devrons-nous bientôt redessiner les frontières géopolitiques, mais cette fois-ci directement dans l'espace? C'est une question incroyable. Et ça donne vraiment à réfléchir sur la façon dont on va regarder le ciel étoilé ce soir. N'est-ce pas? Eh bien, merci pour cet éclairage. J'encourage tout notre auditoire à garder cet esprit critique et curieux face au flux d'informations géopolitiques mondiaux. Restez à l'écoute et à très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante. Salut!